Bienvenue à cette émission de la saison 2 d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis votre animateur Benoît Ménard, en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Coucou tout le monde. Bonjour Benoît. Bonjour Julie. Donc aujourd'hui, on fait un spécial France. Ouais. Un spécial Fête France, si, mais on y a été différemment. L'année passée, on avait fait un politique plus. Là, on y va avec des femmes de tête, des femmes savantes. Ben, en tout cas, pour nos deux premières invitées dans ce cas-ci. Mais oui, on va honorer quelques femmes. De toute façon, ça brasse pas mal en politique au niveau de la France. Fait que on se tient un petit peu loin de la controverse, puis on va apaiser les choses en soulignant la grandeur des femmes françaises. Oui, absolument. Parlant de politique, il y a toujours la politique qui est de l'avant avec les différentes élections en France, aux États-Unis. Puis, une des célébrités qu'on avait faites l'année dernière, en fait, Michelle Obama, on a eu un peu de nouvelles de son côté dernièrement. Ben, en fait, l'année passée, quand on avait fait la lecture pour le spécial Fête américain, OK, on avait fait Michel et Barack, et c'était évident pour l'équilibre mondial, bien aussi la qualité du pays, si on peut dire, intérieur des États-Unis. La meilleure des candidates qui existait au niveau des démocrates, ben, c'était Michelle Obama qui était en tête de liste en énergie. C'était la seule qui était capable de mettre Donald Trump dans sa poche, là. OK? Puis d'assurer une victoire dans l'équilibre et la sérénité de ce monde. Alors, c'était la meilleure candidate destinée à ben, le sauver. C'est pas plus compliqué. C'était l'ingrédient de l'équilibre et on le voyait très, très bien en énergie. Là, ce qui est arrivé, c'est que ce matin, les sondages légers, il y a eu une entrevue avec Marc, le président des sondages légers et légers, et ils ont affirmé que c'est Michelle Obama qui est en tête de liste pour sauver les républicains, ben, les démocrates, dis-je, mais en même temps les États-Unis et l'équilibre mondial. Et là, ben, ça a pris un an. Écoute, on a dit ça l'année passée, et là, un an plus tard, ça se confirme. C'est vraiment la préférée des Américains pour venir justement rétablir au niveau politique. Et malheureusement, elle ne veut pas. C'est ça le gros problème, c'est qu'elle n'aime pas la politique, elle trouve ça trop envahissant et elle bloque. J'ai essayé. Benoît, je vais t'avouer, là. C'est-à-dire que j'ai envoyé au publiciste de Michelle Obama l'émission de l'année passée qu'on y avait fait et on avait écrit en plus très clairement, c'est en français, mais le message là-dedans, c'est que c'est Michelle la seule capable de pouvoir gagner sur Donald Trump. Il n'y en a pas beaucoup là qui sont élus, mais elle l'est. Et c'est important qu'elle comprenne ça parce que il y a beaucoup en jeu sur la question. Et tant et si longtemps qu'elle bloque son positionnement, ben, elle met en danger la structure d'équilibre mondial. Fait que je comprends sa préférence, mais à un moment donné, tu as un destin qui est plus fort. Et c'est un destin qui s'est remarqué justement parce qu'au niveau des Américains sondés, c'est elle la meilleure qui serait capable d'arriver à avoir une victoire sur Donald Trump. Ça veut dire que peu importe qui vont mettre d'autres, sauf elle, ben, ils n'arriveront pas à gagner. Et là, ben, on voit que l'extrême droite va emporter. C'est pas plus compliqué. Alors, là, ça a pris un an avant que on sache ou que ça prouve ce qui était évident en énergie depuis l'année passée. Et puis, ben, on va continuer à prier que son blocage se soulève et qu'elle accueille avec grâce et lumière et miséricorde avant d'en avoir besoin, ça aussi, sa destinée. C'est ça qui est important et c'est là-dessus qu'on devrait diriger nos prières parce que c'est vraiment la sauveuse de ce monde.
absolument. J'en ris, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle quand t'as un destin qui t'appelle de même, puis tu veux pas le prendre. Et là là, et là là. Ouais, je suis compassion pour nos voisins américains. Absolument. Ben, en fait, c'est un petit peu ce que tu disais pour le fils de Mulroney, Ben, qui avait la graine de politicien, mais qui était pas prêt. Évidemment, c'est pas la même envergure, mais Ouais, non, 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 c'est pas la même envergure. Puis dans le cas du fils de Brian Mulroney, la combinaison gagnante est l'association avec sa sœur. Donc les deux doivent être ensemble, même s'ils ne sont pas couple, mais ils doivent travailler dans la même direction pour arriver à aller chercher un truchement du potentiel qui est destiné à leur mission politique, mais ils doivent le faire ensemble. Ça aussi, je crois qu'ils ne le savent pas. Fait que quand il se longtemps qu'ils sont comme à faire chacun leur partie de leur côté, ben, pendant ce temps-là, il y a un potentiel qui aurait pu être contacté s'ils avaient décidé de le faire ensemble, parce qu'ensemble, il aurait été plus que deux, en fait, parce que Brian aurait été avec eux. Mila aussi, ça aurait été un travail d'équipe très important aussi. Ben, à Brian avec eux de l'autre côté, évidemment, là, pas dans la matière, mais ouais, mais ça, c'est pas la même chose. C'est pas parce que le destin de Michelle Obama est filié au niveau mondial, tandis que au niveau de Mulroney, ça aurait été plus au niveau du Canada, puis ça s'arrête pas mal là. Mais dans le cas de Michel, la destinée joue sur l'équilibre de la paix mondiale. C'est encore plus gros là parce que c'est le destin de toute la planète qui est freiné par son blocage, dans le fond. d'accord, Ouais. parfait, malheureusement. Est-ce que tu avais d'autres tours à faire? Ben, j'en ai un avec frère André. Ah oui, OK, Oui, je vais faire un retour parce que Benoît, comme tu le sais, parce que tu y étais, le 21 juin, on a été à l'Oratoire Saint-Joseph, puis on a placé des énergies. On a libéré beaucoup d'énergie aussi. Alors, mon petit retour est là-dessus. J'avais placé une intention personnelle, même si j'étais en service à ce moment-là. Et j'avais demandé de l'aide pour une réalisation personnelle qui n'était pas nécessairement destinée au niveau de la guérison, mais quand même, je me suis dit, regarde, on profite du plus haut vortex au Québec, puis on place nos choses. C'est pas nécessairement en lien avec la guérison, mais oui, parce que c'est une guérison sur un domaine particulier qui amène plus d'autonomie. Exemple, dans mon cas, c'était au niveau des finances. Et là, je suis retournée souvent en énergie, aller réactiver mon cierge, mes intentions, continuer à le placer. Ben là, je faisais une méditation et je suis arrivée justement à l'oratoire, pas dans la petite chapelle, mais dans la basilique. Et je suis allée voir frère André, tout simplement, et il est occupé. Il y avait tellement de monde qui attendait après lui et qui ça souffrait beaucoup. L'énergie était rouge, terne un peu. C'était pas un beau rouge. Fait que là, moi, j'arrive là avec ma demande par rapport avec sa spécialité. Finalement, c'est ça, j'en ai compris. Et là, j'ai dit, bon, j'ai deux choix. Soit que je rentre dans le jeu, puis je vais semer ce que je peux partager, c'est-à-dire participer à l'aider, lui, dans sa mission avec toutes les armes qu'il a à aider. Puis là, j'ai eu comme un burk en moi parce que la missionnaire, c'est la personne de l'Église qui donne tout. J'ai déjà fait ça. Mais je suis vraiment à un autre niveau dans mon expérience d'incarnation dans cette vie-ci. Et là, il y a une partie de moi qui a refusé de rentrer dans l'aspect missionnaire, spirituel, religieux, dans le sacrifice de tout là pour servir. Fait que j'ai réalisé ça de mon expérience. Alors, je me suis dit, ben, regarde, je dis oui, je comprends que son ciel, il faut le gagner. J'ai pas de problème à donner un coup de main, tu sais, sans rien attendre en retour, ne serait-ce que ma demande soit exaucée.
C'est alors que j'ai accepté, je dis, ben écoute, moi je peux partager une lumière divine, c'est-à-dire l'offrir aux gens qui veulent l'apprendre. C'est comme ça, je vais pouvoir contribuer. Fait que, mais c'est là-dessus que il y a eu une autre présentation de, je m'en allais dire frère Arthur, mais c'est André Bessette. Je l'appelais Arthur, mais c'est André Bessette. Fait que finalement, je vais mettre ça simple, j'ai comme compris que là, dans l'oratoire, sa mission, elle est dans le rouge. Les gens arrivent, sont vidés, ils ont des problèmes de rouge finalement par rapport à leur incarnation. Puis lui, malgré son vert, ben, il travaillait dans le rouge pour aider les gens. Et là, j'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, c'est particulier, tu sais. Et puis là, j'ai vu le frère André se transformer comme s'il était devenu dans un beau noir divin avec une flamme de rayon mauve. Puis c'est la première fois, dans le fond, que je le voyais sous son angle mauve. Fait que là, c'est là que j'ai compris, il a fusionné le mauve de Saint-Joseph. Fait que c'est même plus Saint-Joseph qui travaille avec Frère André, c'est Frère André qui a fusionné Saint-Joseph. Fait que j'étais très surpris de le voir vert travailler au service du rouge, puis finalement, en arrière de tout ça, qui était fusionné dans le mauve de Saint-Joseph. Fait qu'en tout cas, j'ai eu quelque chose d'enrichissant dans son processus de transformation comme ça. Et ben là, c'est là que j'ai compris que pour mon type de demande, d'aller taper directement dans le type de guides qui sont spécialisés dans mon type de demande. Fait que même si tu essaies de passer par des guides que tu aimes bien, avec qui tu veux travailler, ben c'est peut-être pas nécessairement leur tasse de thé. Puis même si c'est des guides âmes, ben il y en a déjà plein les bras aussi de l'autre côté parce qu'ils continuent à être sollicités par des humains de ce côté-ci. Donc, fait que finalement, c'est comme même si tu œuvres ton incarnation à une dévotion missionnaire, ça n'arrête pas de l'autre côté non plus. C'est ça que j'ai comme trouvé. Alors, j'ai eu une reconnaissance pour ces gens-là qui œuvrent à 100% à aider les gens. C'est pas plus compliqué. Puis là, c'est là que j'ai réalisé que moi, j'ai pas cette partie-là en moi dans cette incarnation-ci parce que j'ai déjà donné. Mais en même temps, je suis capable d'apprécier ceux qui le font. Tu sais, de reconnaître ça, wow, c'est le genre de dévotion que moi, je suis pas prête à aller là. Fait que, en tout cas, j'ai trouvé ça enrichissant pour ma culture personnelle, puis ça approfondit, entre autres, mes connaissances spirituelles, si on peut dire. Mais j'ai trouvé ça un beau passage de lumière, mais ça m'a porté. Ça m'a porté parce que j'ai été quelques jours sur cette bulle-là. Là, ça m'a aidé à comprendre que moi, tu sais, autant qu'un frère André il a fusionné avec Saint-Joseph, moi, j'ai cette connexion-là avec Saint-Germain particulièrement. Fait que je fusionne beaucoup avec Maître Saint-Germain. C'est mon guide de fusion. Fait que c'est comme si, éventuellement, on va arriver à être très bien fusionné, que ça va être Julie Saint-Germain, tu sais. Comme frère André Saint-Joseph, tu sais, c'est à un moment donné, il y a des fusions qui se font. Et l'expression a une plus grande force, justement, quand il y a des âmes qui ont réussi à fusionner les forces de d'autres âmes. Alors, j'ai trouvé ça très agréable comme enrichissement personnel, spirituel, de connaissances. Parfait, ben merci beaucoup. Puis je voudrais ajouter de ma part, j'ai vraiment aimé mon expérience. C'est la première fois que j'allais à l'Oratoire Saint-Joseph. Puis on était bien accompagnés. Il y avait aussi Lynn Nadeau et Hélène Quévillon du groupe Focus qui nous accompagnaient. Puis, curieusement, quelques jours avant notre visite, j'ai eu la visite de ma tante qui est religieuse depuis 70 ans. Puis il y a le frère André, mais elle, c'est sœur André. Ah oui! Puis elle est, Ah, ben, est allée plusieurs fois à l'oratoire, puis en tout cas, elle était contente que j'y aille, dans le fond. ouais, ben, ta sœur André, c'est une âme jaune. Fait que c'est pas des mêmes tales.
Ben, tant mieux. Ah oui, ben, regarde, c'est particulier, tu t'en vas à l'oratoire si t'as une sœur qui s'en vient de rendre visite. Tu sais, c'est un c'est un beau clin d'œil. Oui, absolument. Puis, parfait. Puis, avais-tu d'autres tours également? Ben écoute, je sais pas, c'est sûr que là, on a un petit peu d'avance dans l'enregistrement de nos émissions là, à cause des recherches, justement. Il nous manque une personne, fait qu'on s'organise, puis on y va un petit peu moins d'actualité. Mais Benoît, je le sais parce que tu l'as annoncé haut et fort que tu voulais revenir sur le documentaire sorti concernant Céline Dion. Tu avais quelque chose que tu voulais partager avec nous concernant Céline? Oui, absolument. Donc, j'ai écouté le documentaire, puis il y a eu certaines choses qui m'ont frappé. Ben, d'abord, il y a une chose que j'ai relevée, c'est qu'elle a dit, à la naissance de René Charles, j'ai donné la vie, mais avant ça, je n'avais pas vraiment vécu en 20 ans de show business. C'est comme si elle avait jamais pris le temps de profiter. Puis je me demande s'il y avait un lien avec justement euh, la maladie de la personne raide, parce que dans le documentaire, on est témoin d'une crise de spasme musculaire puis elle dit d'une part, ça fait 17 ans que ça a commencé, je trouve ça embarrassant de perdre le contrôle. Donc, est-ce que le fait dès un jeune âge, d'avoir tout contrôlé, d'avoir plusieurs obligations, de jamais trop pouvoir avoir un certain lâcher-prise, ça peut être une des raisons d'avoir développé cette maladie-là? Oui, tout à fait. Mais tu sais, écoute, premièrement, le documentaire de Céline, c'est très intense. C'est-à-dire que j'ai écouté même pas les 3 premières minutes, OK? Et j'ai été obligée d'arrêter. Parce que déjà, dans le 3 minutes, ça, tu vois un peu le générique là-dedans. J'ai eu trois gros motons d'énergie, d'émotion ou quoi que ce soit. Ça a été très intense que après les 3 premières minutes, j'ai été obligée d'arrêter le documentaire et ça m'a pris 3 jours juste pour absorber les 3 premières minutes. Ah! Dans le cas de Céline, là, OK, je vais recadrer quelque chose qu'on a parlé lors de son émission spéciale Fête de la femme, là, dans le coin du 8 mars. Céline Dion est l'artiste, check bien ça, sur Terre, qui est la plus dévouée en service avec le plus de présence, de lumière, de spiritualité, en énergie. C'est l'artiste la plus précieuse parce qu'elle avait toutes les qualités divines réunies. C'est la plus haute vibratoire qu'on a. On a la chance là, d'avoir une artiste québécoise autant dans la pureté de son art. OK? Et ça, c'est reconnu divinement par l'autre côté. Donc, de l'autre côté, en énergie, Céline, elle est très précieuse parce que c'est elle qui a fusionné le plus possible avec son essence et sa présence. Et que je parlais avec de frère André tantôt comme quoi que la dévotion, c'est quelque chose, se dévouer à une cause plus grande que sa personnalité. Puis dans le cas de Céline, c'est ça qu'elle a fait avec courage, elle a embrasé sa mission de vie pleinement. Elle s'est dévouée par la culture du cœur. Ça aussi, c'est quelque chose que travaillé beaucoup dans son taux vibratoire. Puis là, tu rajoutes la foi, tu rajoutes justement le haut niveau de concentration de sa conscience, tu comprends? Puis effectivement, j'avais dit aussi que René l'avait surprotégée, dans le sens qu'elle n'a jamais été capable de vivre une vie normale, c'est-à-dire je me promène dans la rue et je vais magasiner et je fais bien ce que je veux, ou je m'en vais à la ronde, ou tu sais, elle dit aussi dans son documentaire, elle a fait le tour du monde tellement de fois, mais elle n'a jamais rien vu. Tu vois l'aéroport, tu vois le stade, après ça, tu t'en vas à l'hôtel, puis tu repars, tu sais. Fait que tu vois pas le pays, tu vois pas, à rien vu, à s'est dévouée, c'est de la surdiscipline. Et cette surdiscipline-là, elle a raidi beaucoup.
Parce qu'elle a contraint, entre autres, de pouvoir comme assouvir sa liberté qu'elle avait besoin au niveau de son cœur, mais qu'elle n'a pas, c'est dans le fond ce qui a primé, ça a été le rendement, l'efficacité, la performance. Et on voit qu'elle est déçue de ça parce que là, c'est comme si tu roules à 200 km/h et tu tombes à zéro. Après ça, il n'y a plus rien. C'est très difficile quand tu y vas à bloc, tu sais, puis là, tu tombes à zéro après ou là, tu récupères de toutes ces années que tu as été forcé de. Puis, tu sais, t'es habitué dans une adrénaline, dans une motivation, dans une performance quelconque. Puis là, tu es condamné à être assis sur ta chaise, puis à attendre que le temps passe. Écoute, ça a été très, très difficile et je la comprends, c'est très horrible. Mais ce que j'ai vraiment apprécié de ça, c'est que c'est du grand Céline sincère. Elle a ouvert la porte à une proche intimité de qui elle est. Puis ça, déjà là, c'est remarquable. C'est pas tous les artistes qui ont l'audace de pouvoir jouer carte blanche. Puis elle peut le faire parce qu'elle est pure. Elle le fait bien. Tu vois, il n'y a pas de squelette dans son placard, il n'y a pas de déviation, il n'y a pas de problème d'histoire, de drogue, de justice, de ci, de mi. Tu vois tout simplement la femme simple qui trouve ça bien dur. Trouve ça bien dur parce que on passe de l'ultra performance à es-tu capable de t'installer dans ton moment présent confortablement? Et la réponse est non, parce que j'ai mal, parce que le corps est en douleur, parce que le cerveau pousse aussi. Là, tu vois, tu as des rêves, tu as des projets, tu as de l'adrénaline, mais ton corps ne suit pas. Alors, ça a demandé beaucoup, beaucoup d'ajustements. Bref, tout ça pour dire que j'ai réussi à mettre beaucoup de compassion. Écoute, là, comme je disais, j'ai écouté les 3 premières minutes, ça m'a pris 3 jours, là. Ça a été beaucoup de compassion, de l'extrême compassion, je te dirais, que j'ai véhiculé juste par amour, par les résonances que ça avait chez moi. C'est-à-dire que mon don de l'empathie était tellement développé que je compatissais avec ce qu'elle vivait et j'arrivais à libérer des espaces chez moi en lien avec son expérience à elle. Et à un moment donné, ça a tellement marché que Madame Dion, sa mère, est venue me remercier. Elle est apparue, elle dit oh merci. Je comprends pas, je le vide sur moi, vous me dites merci. J'ai comme l'impression qu'en le vidant sur moi, ça a dû également vider des trucs chez Céline, parce que sa mère est apparue en plein milieu du processus. Et puis, bon, fait que sachant ça, là, toi, t'arrives, youhou, je viens de m'inscrire à Amazon, j'écoute le documentaire de Céline, on en parle la prochaine fois. Fait que là, j'ai fait, ah, il me reste une semaine pour l'écouter, pour pouvoir te suivre dans la direction que tu voulais amener ton retour. Et je l'ai faite en une semaine. Ça m'a pris 5 moments. Je l'ai faite en 5 moments où j'écoute un bout, j'arrête, j'écoute un bout, je l'arrête. Et à chaque moment, compassion, empathie, libération. Fait que ça a été pour moi euh, quelque chose de très, je sais pas, ça m'a fait beaucoup travailler, puis je suis même pas en résonance ou en contact direct avec cette histoire-là. Mais en tout cas, j'en ai profité pour me joindre à elle et épurer le plus possible ce que je pouvais faire de mon côté. Et le reste, ben, c'est de l'envoyer encore plus d'empathie, d'amour et de douceur. Mais elle prend soin d'elle, elle est très sage. Elle a une belle sagesse, elle fait ça avec classe. Puis en même temps, ça m'a amené à faire une prière pour tous ceux qui souffrent, mais qui n'ont pas les moyens d'avoir l'assistance médicale, et etc. Parce que là, on voit qu'elle souffre, mais elle est bien encadrée. Puis un dernier élément, j'en ai profité à Céline pour de la remercier, je dis à son âme, là. Je dis, Céline, c'est bien que tu focuses au niveau du suivi médical. Ça, c'est important qu'elle fasse bien les choses, puis on voit qu'elle a la discipline médicale bien instaurée. Mais ce que je lui ai fait comprendre dans son énergie, c'est que il y a un plafond. C'est-à-dire que l'approche médicale ne pourra jamais aller chercher un 100% de résultats de guérison. Faut combiner le restant. Puis c'est là où ce que je l'ai invité avec des codages de pouvoir s'ouvrir un petit peu plus.
Tu sais, exemple, là, si on y va avec de la médecine énergétique, ben, c'est complémentaire avec la médecine allopathique. Elle aurait pu également y aller avec comme de l'homéopathie ou des fleurs de bac pour aller travailler l'émotion et les mémoires en arrière de ce code-là pour avancer plus facilement. Elle aurait pu avoir recours à de la massothérapie pour aider justement ses muscles à drainer en profondeur puis à libérer aussi d'autres couches de mémoire qui se sont incrustées. Elle aurait pu ajouter un volet en médecine chinoise pour qu'au moins, même si c'est raide et crispé, ben que les méridiens relâchent puis que ça aide un petit peu mieux la circulation énergétique de son mouvement chi. Fait que c'est ce que j'ai conclu, j'ai fini mon exercice de documentaire avec elle. J'ai dit, rouvre un petit peu plus pour aller chercher la possibilité de le faire le tour au complet de la problématique pour la défaire éventuellement, parce que ce qui arrive, c'est que ça fait de la pression au niveau de son muscle cardiaque, puis ça fait partie également d'une porte de sortie. À un moment donné, ça va être tellement raide que le cœur peut lâcher. Fait que ça, le cœur, habituellement, c'est de la joie de vivre, plus de joie de vivre, qui est difficile aussi quand il faut que tu restes sérieuse, que tu rentres dans les cordes, que, tu sais, c'est une discipline militaire, là, quasiment, qu'elle a poussé son corps à. Fait que, en tout cas, j'ai eu une belle compréhension de la situation. Je l'ai passé le mieux possible. Ça l'a aidé, tant mieux. J'ai apprécié aussi avoir un contact avec Maman Dion, qu'elle arrive et elle vient de me remercier. J'ai trouvé ça, c'est une belle surprise. C'était un beau cadeau. Alors voilà. Toi, de ton bord, comment ça s'est passé, ton documentaire de Céline? Ben, j'ai trouvé ça intense aussi. Je l'ai quand même écouté d'un trait, là, mais je mettais sur pause régulièrement pour prendre des notes. Puis il y a une autre chose que j'ai relevée, c'est que, ben, évidemment, elle disait que c'est une artiste dans l'âme, qui a toujours chanté, puis que la musique et le public lui manquaient beaucoup. Mais j'ai trouvé ça intéressant qu'elle a dit, s'il le faut, je vais changer de répertoire, mais je vais tout faire pour continuer à chanter. Ben, c'est le même type de problème que, exemple, tous les grands passionnés dévoués ont eu dans la vie. Exemple, Mario Lemieux, quand il a arrêté de jouer au hockey, c'est dans les mêmes tales, tu comprends-tu? Quand tu te définis comme ça, c'est juste que dans le cas de Céline, elle s'est comme identifiée à l'artiste et à la chanteuse qu'elle est. Comme si c'était tellement l'ultime, tu sais. Mais la femme qui est à côté, ses autres aspirations, ses réalisations, tu sais, tu vois qu'elle a peur parce qu'elle ne se connaît pas vraiment. Tu sais, c'est ça, quand elle s'est dévouée entièrement, là, on voit qu'elle a peut-être des choses qu'elle n'a pas compris de qui elle est, elle n'a pas exploré ça. Tu sais, exemple, elle aurait pu décider de se mettre à peindre des fleurs, elle aurait pu décider de toucher d'autres choses, mais c'est parce qu'elle s'identifie à la chanteuse et non pas à l'être qu'elle est. Et c'est là le bon en conscience qui est très difficile pour elle à accepter parce qu'elle ravale tout ça. Elle n'a pas compris que c'est un être divin qui est en fonction, mais qui pourrait toucher à d'autres types de talents. Tu sais, c'est parce qu'elle veut pas, mais elle a le don de la mode au bout, là. Tu vois, là, que c'est sa coche, là, son don de la mode. Elle pourrait décider de se recycler et d'aller chercher un autre tal de talent, mais elle veut pas, elle veut rester concentrée sur la version qu'elle connaît d'elle-même en tant que chanteuse. Puis je la comprends, là, qu'elle s'est nourrie de tout ça, puis que ça a été fantastique et glorieux, mais il manque quelque chose, la conscience de son être multidimensionnel qui a d'autres capacités, qui a d'autres connaissances, puis qui a d'autres facultés que la chanson. Fait que ça, tant si longtemps qu'elle reste fixée sur le fait de revenir sa chanson, elle se limite et elle se coupe de voir d'autres parties de qui elle est. Et ça, j'ai prié pour elle pour qu'elle puisse comme penser à d'autres choses pour une meilleure redéfinition de qui elle est. C'est quelque chose que j'ai travaillé avec elle, ben, en tout cas son âme. OK, parfait. Ben, merci. Moi, ça fait pas mal le tour, là. Je sais qu'on a trois autres célébrités à voir dans cette émission. Ouais, allons-y.
Parfait. Donc, on commence avec Simone de Beauvoir et la première trame, c'est une chanson hommage d'Emmanuel Escar. Simone de Beauvoir, j'ai une belle relation avec elle depuis 2016. En d'autres mots, elle a accepté une entrevue avec moi que j'ai transmise dans mon livre Guérir avec les stars, disponible sur Amazon. Et ça a été particulier avec Simone parce que je la connaissais pas quand je l'ai, je la connaissais pas, je l'avais vue au cégep dans mes cours de philosophie, mais je connaissais pas son histoire d'emblée. Et c'est une invitée qui s'est distinguée des autres invités dans mon chapitre, et c'est ben, de guérir avec les stars parce qu'elle rentrait en partant dans la conscience et la connaissance des choses. Et elle est tombée dans des détails très précis de son histoire d'incarnation, dont entre autres le fait qu'elle n'était pas dans une bonne maison quand elle était jeune, qu'il y avait des entités vilains autour, exemple, de ceux qui prenaient soin d'elle, puis ils l'ont bardassé, maltraité. Fait que premier contact, premier 5 minutes d'échange avec Simone de Beauvoir, paf, cette histoire-là commence. Je dis, oh, wow! Fait que là, Simone de Beauvoir qui est conscient et qui explique aux gens qu'il y a des gens qui ont des entités perturbées autour de eux et qui leur font faire des choses. Tu vois qu'elle avait déjà une conscience que les gens avaient de la misère avec leur libre arbitre et qu'ils pouvaient être influencés par des entités de l'ombre. Alors, fait que c'est Simone de Beauvoir. Elle rentre dans le sujet vif, elle dit les choses telles qu'elles sont, puis peu importe comment que les gens le perçoivent ou l'interprètent, ou s'ils sont rendus là ou pas, elle, ça change rien, elle livre. C'est une dame authentique, sincère et qui a vraiment quelque chose d'intelligent. OK? Quand tu échanges avec cet homme-là, c'est sérieux. C'est sérieux, c'est condensé, c'est livré juste. Elle est très juste. Ses messages sont justes. Elle rentre. Écoute, c'est un gros mot qui décrit Simone de Beauvoir. Aujourd'hui, si je la regarde, elle a un peu de rose autour de elle, mais on voit qu'elle n'a pas réussi à passer au stade de la pleine illumination. Elle a encore des zones à travailler, à élever, à conscientiser. Elle a encore des trucs non réglés, non compris par rapport au père. Et là, c'était d'emblée une de ces thématiques qu'on a travaillé ensemble en 2016. Fait que malgré la grande intelligence que cette âme-là possède et qu'elle a un niveau d'aisance quand même qui est élevé parce qu'elle a compris beaucoup de choses. Pas juste sur l'humain, mais sur le fonctionnement de la nature, de la planète. On peut même y aller au niveau des énergies de l'univers et même de l'univers comme tel. Alors, c'est quelque chose qu'elle on peut dire qu'elle s'est assagie avec beauté parce qu'elle a été capable quand même d'entreprendre quelque chose d'important avec son époux, qui était Jean-Paul Sartre. Et elle et Jean-Paul ne sont pas de la même couleur, mais sont complémentaires. Jean-Paul est plus vert, puis elle a plus des teintes de rose. Mais le vert et le rose, c'est plus harmonieux que le jaune et le vert, par exemple. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont encore, eux deux, là, le couple, en train de cultiver de l'information pour la Terre. Ce que je vois, c'est que sont pas réincarnés présentement, puis sont pas sur la Terre non plus. Ils sont encore en train de faire une quête d'information pour approfondir leur perception, leur conception, leur connaissance par rapport à la Terre. Et non seulement ça, mais Jean-Paul Sartre vient de me dire qu'il va revenir avec un autre teinte vert plus forte et une autre concentration encore plus prononcée sur la philosophie. Donc, il a été un philosophe dans sa dernière incarnation. Il l'a été également dans une ancienne incarnation. Il a déjà été ami avec l'âme de René Descartes. Il a aussi des liens en philosophie dans le temps socratique.
Donc, il était jaune dans ce temps-là. Mais tout ça pour dire que il n'a pas fini dans la philosophie et il continue à parfaire son éducation, si on peut dire, concernant la philosophie au-delà de la Terre. Et il va revenir, mais dans cette fois-ci, ce qu'il me dit, là je m'excuse, j'ai bifurqué sur Jean-Paul Sartre, mais lui, il va revenir dans une incarnation où il va avoir des cordes allemandes dans ben, probablement sa famille. Je ne sais pas si ça va être sa langue naturelle, mais il y a quelque chose qui va avancer avec une fréquence allemande. Alors, il va revenir probablement allemand et il va poursuivre vraiment à déposer une philosophie encore plus pesante, plus fracassante, plus tranchée, plus précise. En tout cas, il va pousser les limites de l'intelligence par la réflexion philosophique à un autre niveau et il va continuer dans la table intellectuelle parce qu'il m'a montré qu'il va devenir professeur à l'université de philosophie et il va monter encore son background de philosophe. Alors ça, je m'attendais pas à voir Jean-Paul Sartre du tout dans l'émission, désolée. Mais il annonce ses grandes couleurs. C'est un roi de la philosophie qui n'a pas fini de nous étonner sur le sujet. OK, parfait. Merci. Donc, Simone de Beauvoir, elle a vécu entre 1908 et 1986. Ses parents, euh, en fait, son père était avocat et comédien. Sa mère était une bourgeoise très pieuse. Donc, j'imagine que Simone, elle a dû avoir un intérêt pour le côté spirituel, peut-être à travers sa mère. Moi, ce que j'ai compris de Simone, c'est que le plus tôt possible qu'elle a pu pouvoir partir et quitter les lieux de la demeure familiale, c'était dans son instinct, ça faisait partie de sa survie. Puis ce qu'elle m'a montré aussi dans l'histoire de 2016, c'est que sa mère était même plus dans la maison. OK, elle était avec son frère ou un autre homme, puis son père. En tout cas, fait que je te dirais que ce que j'avais compris, c'est que sa mère était absente, puis qu'elle s'est dépêchée à sortir de ce réseau familial-là, ben puis là, c'est pas longtemps après, elle a rencontré Jean-Paul Sartre, puis elle a fait un bon bout parce qu'il y avait une belle communication au niveau de l'intelligence. Autant au niveau relationnel, hein, c'était peu de mots, mais des mots droits. Ça disait les choses. Il y avait de la diplomatie. En tout cas, il y avait un challenge intéressant intellectuel. Puis c'est comme ça qu'elle s'est assumée davantage. Ce qu'elle me répond en ce moment, c'est qu'elle a toujours été avertie par sa voix intérieure où elle n'a plus été étrangère à ça. Elle a appris d'emblée à accueillir ses intuitions puis à suivre ses mouvements et ça a été une révolution pour elle dans son incarnation parce qu'elle a réussi à enlever des limites et des karmas aussi, justement parce que la femme avec tempérance devait apprendre à tasser le négatif ou l'inutile ou l'encombrant pour pouvoir réunir sa divinité et faire les démarches pour ben, s'assumer pleinement. C'est un retour à l'autonomie, mais au respect de soi. Et tout ça a été véhiculé au niveau du cœur. Et il y a eu beaucoup de compassion que véhiculé également à travers ses recherches et ses mémoires et ce qu'elle a livré aussi à partir de cette culture-là. Alors, ce qu'elle te répond, c'est que ça a été fait par elle d'emblée, mais très reconnaissante de ce que sa mère a pu lui procurer. Elle m'a montré encore, entre autres, des codes d'ADN. Il y avait beaucoup de générosité dans ces codes d'ADN-là, mais il y avait aussi la capacité de pouvoir observer au-delà de ce que la capacité moyenne arrivait à percevoir. Donc, un sens du détail exacerbé et la capacité de mettre beaucoup d'amour là-dessus pour que ça
entre en diapason ou que ça résonne avec son âme, avec son être. Et elle a été blessée. On le voit au niveau du chakra du cœur, sauf qu'elle a réussi à s'en sortir sereinement parce qu'elle était grande, intelligente et capable d'aller jusqu'au bout et de se réaliser, peu importe comment, mais en suivant sa voie de l'intuition intérieure. OK, parfait. J'ai lu un petit extrait de son livre Mémoire d'une jeune fille rangée. Puis, en fait, il y avait une petite description, ça disait euh, qu'il a, on pourrait dire, ce qui la poussait, c'était une volonté d'engagement social et philosophique qui était le moteur même de son existence, et aussi par le souhait que sa vie serve de choisir son propre destin et de devenir quelqu'un. Elle a toujours travaillé avec acharnement et détermination. Tu résumes très, très bien qui est Simone de Beauvoir. Exact. Je suis en pleinement d'accord avec tout ça. Pourquoi? Parce que c'est comme si, OK, Simone avait réussi à connecter avec l'intelligence universelle, mais qui passe par le cœur. Fait que oui, on réfléchit, mais on ressent et on accueille beaucoup. Puis la fusion des deux intelligences arrive à quelque chose de particulier. Et c'est là-dessus qu'elle a creusé et fait son chemin dans la vie. Et c'est là-dessus qu'elle a tenté de l'enseigner aussi parce qu'elle a pris beaucoup de temps à rassurer des femmes qui étaient en pleurs, qui avaient des problèmes, etc. Elle a été quand même un mentor qui a aidé les femmes beaucoup, une à une, mais aussi par le biais de ses œuvres. Puis c'est comme ça qu'elle s'est faite reconnaître finalement dans l'ensemble que c'était pas une pelleteuse d'imagination, puis que d'emblée, c'était une personne qui était très concrète et très terre à terre. Et ça, elle a été obligée de se battre pour arriver à ça parce que justement, on avait tendance à ne pas la prendre au sérieux, puis à la mettre dans la catégorie des pelleteurs de nuages. Puis ce qui a aidé d'emblée, je vais te le dire, c'est son association avec Jean-Paul Sartre. Le fait qu'elle ait eu un homme à son niveau, parce que je te dirais que Simone, elle a compris des choses que Jean-Paul Sartre n'a pas encore allumées. Pourquoi? Parce que Simone avait la capacité d'avoir un chakra du cœur plus ouvert et à communiquer avec son intelligence intérieure ou de cœur ou universelle plus facilement. Fait qu'elle amenait toujours une position ou un angle adéquat qui amenait de la lumière à ce que Jean-Paul Sartre puisse partir sa réflexion à partir de cette lumière-là. Donc, il y a aussi une force qu'elle a, c'est le détachement. On dit souvent que l'attachement ralentit l'évolution. Elle a construit son détachement de façon intelligente pour savoir d'emblée comment aimer sans nuire. Et ça, c'est quelque chose qui a prolongé et qui a aussi contribué à son enseignement qu'elle a laissé sur Terre, mais c'est subtil. Il faut arriver à comprendre, puis ça, je m'excuse, c'est plus facile quand on est une femme de cœur qui comprend un peu par où qu'elle passe pour nous le transmettre et rejoindre notre intelligence de tête, si on peut dire, mais c'est plus profond. On tombe dans l'universel avec Simone de Beauvoir, puis ça, ça se fait naturellement. Puis on voit aussi que c'est une des philosophes qui s'est collée le plus possible sur son instinct. Et ça l'a amené justement une révolution au niveau des cœurs dans l'évolution collective. Fait qu'elle a influencé énormément beaucoup de femmes sur Terre grâce à cette intelligence-là de cœur et qui a permis justement d'être bien passée par l'intelligence de tête. Alors, il y a plusieurs niveaux dans Simone de Beauvoir, puis moindrement qu'on est à l'écoute et disposé, on capte facilement le multidimensionnel et à quel point son être a aussi contribué dans ce qu'elle nous a apporté. Alors, il y a moyen de l'apprendre sur plusieurs niveaux. C'est comme un Shakespeare féminin, là. Oui, absolument. Elle a été une leader, évidemment, pour le mouvement féministe à travers ses œuvres, des manifestations, euh, puis son, sa publication, Le deuxième sexe,
J'ai ciblé un extrait. Elle dit, jusqu'ici, les possibilités de la femme ont été étouffées et perdues voyons, pour l'humanité. Et il est grand temps, dans son intérêt et dans celui de tous ceux qu'on laisse enfin courir toutes ces chances aux femmes. Bon, je vais juste, j'ai des frissons partout. Je te remercie d'avoir trouvé cet extrait-là parce que ça a confirmé. Simone m'a dit que c'est depuis plus de 1000 ans qu'elle est sur ce dossier-là. OK? Wow. Et pas juste dans une incarnation de femme, là. Elle l'a fait depuis les 1000 dernières années. C'est depuis ce temps-là qu'elle est que sur ce sujet-là. OK? Homme, femme, religieux, plus physique, nani, nana, peu importe. C'est ça, je te dis. C'est une âme qui a une immense bonté, OK? Puis quand je reviens à mon chapitre Guérir avec les stars, au début, elle nous montre sa vie dans ses débuts de vie, mais à la fin, elle nous montre qu'elle est encore en train de faire des études sur d'autres plans, sur d'autres planètes, sur d'autres niveaux de conscience pour pouvoir affiner davantage son intuition, mais sa capacité aussi à pouvoir descendre d'autres connaissances qui vont poursuivre cette mission-là. Et là, mais je l'avais pas compris, moi, en 2016, que ça faisait plus de 1000 ans qu'elle était sur cette thématique-là. Là, j'apprends quelque chose aujourd'hui par rapport à ce que tu as amené, mais dans la fin du livre, ça amenait déjà, elle continue déjà à ramener à cultiver des connaissances qui vont lui servir dans sa prochaine incarnation, qui va poursuivre, dans le fond, sa quête à ce propos de ce sujet-là. Fait que oui, c'est une grande détermination, puis ça, c'est pas juste à son statut de femme, là. C'est vraiment quelque chose qui lui prend à cœur. Pourquoi qu'il y a autant de femmes dans la misère? Pourquoi qu'il y a autant d'hommes qui gardent cette emprise-là? Et ça s'est rentré très rapidement dans son début d'incarnation. Et c'est quelque chose qui a été poursuivi et qui, avant et après son incarnation, et qui va continuer d'évoluer parce que c'est encore chaotique sur la Terre et les femmes ne sont pas indépendantes et libres, malheureusement. Il y a encore trop de torture psychologique, émotionnelle, d'emprise, de contrôle, de manipulation, bref, trop d'ombre encore qui amène ce type de comportement-là auprès des femmes, puis c'est surtout là que ça joue. Comment pouvoir neutraliser l'interaction négative de ces entités-là pour que les femmes puissent reprendre leur pouvoir puis choisir pour elles-mêmes ce qui est bon. Et là, ça, c'est Simone de Beauvoir décrit en une phrase. Parfait, merci. Je tiens à préciser que j'ai malheureusement pas eu le temps de lire le chapitre de Simone dans ton livre, donc je le ferai éventuellement pour faire un retour là-dessus. Je tiens à le préciser. Ah, ben c'est pas grave, Benoît, c'est le dernier chapitre, c'était la dernière invitée. Puis oui, ben Simone de Beauvoir, autant que c'est une vedette, mais c'est pas une grosse vedette. Il faut vraiment qu'on aille l'inter... tu sais, on soit interpellé par l'énergie de cette femme-là parce que c'est une déesse qui est très rare. Puis ce qu'elle a véhiculé, ce qu'elle a partagé, c'était aussi très innovateur, puis elle n'a pas fité dans le temps et l'époque. C'est vraiment une être très évoluée qui est descendu pour nous aider à avancer. Fait que c'est pas tout le monde qui a des correspondances avec ce genre d'intelligence-là, puis c'est correct, prends ton temps. Je dis pas ça par rapport à toi, là. Mais à Simone de Beauvoir, c'est soit que tu percutes fort, tu sais, de cœur à cœur et d'âme, puis elle est tellement belle, puis elle est aidante, là. C'est vraiment une belle guide. Ou soit que on s'en fout puis on continue comme il y a autant beaucoup de personnes qui sont arrivées à ce résultat-là parce que sont pas rendus à ce niveau d'évolution-là. Mais déjà là que moi, une âme qui s'est dit comment limiter l'énergie des entités de l'ombre sur les gens, ben déjà là, moi je percute, ça vient me chercher beaucoup parce que ça fait partie aussi d'une partie de ma mission dans laquelle j'aide les gens et surtout que j'apprends à me protéger de ce type d'interférence-là. Fait que c'est vraiment une guide intéressante. Et non seulement ça, mais je l'ai connue également dans une incarnation atlante.
Fait que ça fait longtemps qu'elle a la connaissance de la Terre et qu'elle a aussi des belles facultés énergétiques qu'elle comporte dans son âme et qu'elle met au service et à la disposition. Non seulement ça, mais elle a la capacité, elle a le don de régler les cœurs brisés. Fait que, on dirait qu'elle amène une neutralité, une façon, c'est une énergie intelligente, OK, qui est déplacée dans le cœur et qui fait en sorte que le cœur arrête de pleurer ou arrête de se briser et ça se fortifie avec l'énergie jaune de l'âme qu'elle est. Alors, je ne l'ai pas dit tantôt, mais c'est une belle énergie jaune qui commence justement à rehausser le chemin du rose. Donc, le rose va prendre de plus en plus de place, tant elle, elle va avoir compris de mettre de plus de rose sur ses connaissances, mais elle est encore beaucoup dans le jaune parce qu'elle est encore en train de cultiver beaucoup la connaissance pour l'amélioration du sort humain, de l'humanité, de la femme et de la terre. D'accord, parfait. Comme deuxième trame, tu as choisi un vidéo qui fait un genre de résumé de sa vie et de ses contributions. Ouais, ben là, j'ai cherché, là, j'ai pas eu de vidéo où ce qu'elle dansait la claquette ou elle chantait l'opéra. Fait que c'est limité, là. Je suis dans des trames sonores où c'est pas facile, mais je me suis dit, ah, là, il y a moyen de transmettre un morceau de ce qu'elle a livré. Alors, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis là. Merci. Elle a eu trois relations significatives, évidemment avec Jean-Paul Sartre, mais aussi avec Nelson Algren et Claude Lozman. Puis, elle voulait pas, malgré son grand amour avec Jean-Paul Sartre, elle voulait pas se marier parce que j'imagine sa conception du mariage, c'était pas quelque chose de positif pour les femmes. Non, non, et c'était beaucoup de l'esclavage. Tu te maries, tu deviens comme l'esclave de la maison, des enfants, etc. Puis elle, elle a refusé ça. La mission de livrer ce qu'elle avait à écrire était beaucoup plus important que l'entretien ménager, puis d'élever des enfants, etc. Puis justement, ça faisait partie de l'expérimentation de la Révolution, comment arriver à être une femme, puis à être libre de décider si tu voulais des enfants ou pas. Tu as parlé de ces deux autres maris, puis ça vibre pas. OK? Puis quand je la regarde aujourd'hui, tantôt je disais, elle est encore avec Jean-Paul Sartre en énergie, elle est encore connectée avec Jean-Paul Sartre, mais les deux autres, il n'y a pas de connexion. Fait que moi, je te dirais, c'est peut-être deux hommes qui ont été moins importants, qui ont laissé moins de traces ou qui avaient moins de complicité ou quoi que ce soit. Parce que je sais pas, ça fait combien de temps que les deux sont décédés, mais ce que je peux te dire, c'est de l'autre côté en énergie, ils collaborent encore ensemble, tandis que les deux autres, elle n'est pas en lien, il n'y a plus de connexion comme telle. Fait que d'après moi, ils ont meublé, ou ils ont occupé, ou ils ont diverti, ou ils ont amené un angle de réflexion mais c'est pas de l'amour. Je pense que ce qu'elle me comprend, ce que je comprends, c'est qu'elle elle a arrivé à développer et à comprendre qu'est-ce que c'est l'amour de soi. Ça a été plutôt ça que autre chose dans cette incarnation-ci, parce qu'elle avait, c'est important que la femme relève un niveau de maître par rapport à ses choix de vie. Et c'est là-dessus qu'elle a meublé. Puis c'est important parce que c'était une expérimentation qui était possible que dans ces temps modernes-là. Elle n'aurait pas pu faire ça, exemple, 100 ans avant. Alors, c'était bien planifié par son âme, finalement, de pouvoir être libre et autonome, de se rapprocher de l'aventure, mais pas trop, pas tant, mais surtout de vivre pour soi. Et c'est là-dessus que ça a été très déterminant pour son œuvre aussi, parce qu'elle avait des choses à comprendre et des forces de société également, de culture. Alors, c'est tout dans son expérimentation seule qu'elle a réussi elle-même à développer ce phénomène-là. Parfait. Il y a eu deux causes que j'ai relevées très importantes. Ça, l'avortement, dont il y a eu une loi par la suite, suite à son implication, puis aussi l'euthanasie, entre autres par rapport à sa mère qui était très malade en fin de vie. Voilà. Ça revient à libre de ses choix et c'est du grand Simone de Beauvoir. Par contre, ce qu'elle t'a pas dit puis ce qu'elle m'a montré, c'est qu'une cause aussi qui est importante, c'est à ce que les femmes arrêtent de boire de l'alcool.
c'est ben pas les femmes arrêtent de boire de l'alcool, mais c'est comme si elle a compris qu'une femme qui buvait de l'alcool, elle perdait son pouvoir, elle laissait des portes à des entités de l'ombre de rentrer, elle perdait son pouvoir, elle rentrait en soumission par rapport à l'homme, comme si l'alcool amenait une dénaturation de qui tu es. Fait que ça, c'est quelque chose qu'elle a œuvré aussi, mais probablement dans le background, c'est peut-être pas quelque chose qui a été public, mais ce qu'elle a fait un lien très jeune fin enfance, début adolescence, c'est que l'alcool amenait justement des mauvaises surprises aux gens, probablement en ouvrant des portes à des entités de l'ombre. Fait que ça aussi, c'est une cause qui était très proche de elle, qu'elle ajoute à tes deux mots. Fait que oui, libre de ses choix, puis t'es pas libre de ses choix sous l'influence de l'alcool, fait que ça se tient. OK, parfait. Ben, merci de la précision. Puis, je voulais glisser un mot de son père. Son père, comme tu as mentionné plus tôt, il avait reconnu qu'elle-même, elle avait une très grande intelligence, mais il regrettait en fait, qu'il comparait un cerveau d'homme. Il regrettait qu'elle n'en soit pas un. Il a aussi motivé ses deux filles à devenir écrivaines. Donc, est-ce que le fait qu'il était déçu qu'elle soit pas un homme, ça l'a motivé à elle-même, dans le fond, se démarquer dans sa vie? Bon, ben regarde bien, ça, c'est dans le premier, dans le chapitre, c'est dans les premiers éléments qu'elle dit. Elle sait que son père n'a jamais accepté qu'elle soit femme. Puis ça a créé un problème entre les deux très, très rapidement. Fait qu'il l'a jamais comme reconnu pour qui elle était et qui elle aimait, mais il y avait plutôt l'idée de comment il pouvait l'aimer si, par exemple, il avait été un homme ou etc. Puis Simone, c'est comme, elle a toujours comme pris sa place, puis suivi son chemin, puis c'est comme ça, tranquillement, qu'il a réussi à accepter qu'éventuellement, elle pouvait devenir écrivaine ou partager l'intelligence qu'elle avait acquis, mais ce qu'elle me dit, c'est que sa vie, elle a changé quand elle s'est rapprochée, exemple, de Jean-Paul Sartre. Là, son père, il a commencé à filer mieux. Je ne sais pas pourquoi de rentrer un homme dans le portrait, ça a changé la dynamique que son père avait par rapport à la conception des femmes, mais qu'il a commencé à reconnaître un petit peu plus sa fille, à l'aimer un petit peu plus. Fait que ça a été très long. Tu sais, tu parles de zéro, là, puis là, tu t'en vas à dire, OK, ben, je quitte la maison. Elle a fait ça très tôt. Puis là, je m'en vais dans un angle différent. Ça fait que, tu sais, mettons, on met ça approximativement, là, ça a pris 20 ans avant que son père commence à avancer, là, puis à déclocher un peu, puis à reconnaître davantage que là, il y avait une fille extraordinaire. Mais moi, ce que je vois, c'est que ce qu'elle me montre, c'est que son père avait le troisième œil fermé, puis il l'a jamais vu telle qu'elle était réellement. Fait que ça, c'est une réconfort, c'est un réconfort pour nos petites filles intérieures parce que c'est pas la seule là, qui a eu des pères qui ont pas vu, qui ont pas eu l'opportunité de reconnaître et de comprendre et d'honorer justement l'entité de lumière qu'ils ont amenée à l'incarnation par leur semence spermatozoïque. Fait que ça, il a failli dans toute son incarnation, mais elle n'avait pas le choix. Elle l'a placé de même, c'est pas pour rien, parce que ça faisait partie de son expérimentation de l'époque. D'apprendre à y mettre de la tempérance, de la compassion, etc. Mais comment arriver à dépasser ça sur Terre? Ça faisait partie aussi de ses quêtes. Ok, merci. J'étais curieux, je me demandais si Simone avait été une inspiration pour Lise Payette. Oui, Lise a répondu oui tout de suite. Elle a lu beaucoup de choses de Simone de Beauvoir. Non seulement ça, mais elle l'a rencontré aussi en énergie. Ils ont eu un échange ensemble. Et non seulement ça, mais ce que je vois, c'est que Lise Payette, elle avait un problème au niveau de la cheville. Il y avait un moton noir qui était là. Puis c'était un peu Simone qui avait la solution, de l'explication pour l'aider à défendre la congestion au niveau de sa fille. Fait que oui, ils ont eu déjà, ils se sont déjà rencontrés, mais pas dans la matière, j'ai l'impression. En tout cas, ça, vous pourriez valider, là. Mais en énergie, Lise, elle a eu une entrevue avec Simone. Tu sais, je disais, Simone, c'est une âme généreuse, fait que si moindrement il y a quelqu'un d'allumé qui veut la rencontrer, Simone est disponible. Puis quand tu vois, j'avais pas fait le lien, j'avais pas une indication, mais tu me parles de Lise Payette, puis oui, Lise, elle voulait la rencontrer, ça faisait partie d'eux, puis ça marchait. Ils ont eu des rencontres. Elle a eu une entrevue avec elle. Elle y posait des questions, puis Simone lui répondait.
Fait que j'ai eu un beau moment ben, de partage. Ils m'ont montré un extrait de l'entrevue. Fait que oui, se sont déjà rencontrés les deux. Mais de l'autre côté, cela dit. Ouais, ben en fait, j'ai cherché des preuves dans la matière. Malheureusement, j'en ai pas trouvé. Ah, elle s'est rendue là, Lise, elle avait une culture de savoir que Simone avait, et les deux ils ont le courant du jaune dans la détermination. Fait que se sont rencontrés, puis dans l'échange du rose aussi. Tu vois, les teintes de Lise Payette et les teintes de Simone de Beauvoir, c'est des couleurs très similaires. Fait que je suis contente qu'il y ait pu avoir un échange parce que Lise aussi, on avait parlé dans notre spécial Saint-Jean-Baptiste de l'an passé, a continué elle aussi pour l'expansion de son savoir et de ses connaissances. Fait que c'est des âmes très travaillantes qui s'occupent de cette richesse-là, là, de bien s'informer. Puis là, après ça, ça se réincarne, puis ça amène encore du plus mieux, parce que là, ils ont parfait leur connaissance, ils ont ouvert leur expérimentation, ils ont placé leurs cartes différentes. Fait que ça, c'est des grandes âmes qui enrichissent notre savoir collectif là, ça, et humain. Ça, c'est très important. Mais c'est dans le même temps. OK, parfait. Ben, merci du partage. Puis, moi, ça conclut ce que j'ai présentement sur Simone. Mais comme je mentionnais, je vais lire ton chapitre de Guérir avec les stars, puis je ferai un retour éventuellement sur elle. Bon, fait que vous pouvez appeler Simone de Beauvoir si votre enfant intérieur est triste. OK? C'est pas la spéciale des gardiennes, mais elle comprend qu'un enfant qui a peur peut faire du dommage au niveau du cœur, puis ça peut dévier aussi la trajectoire de sa voie céleste, c'est-à-dire de ne pas suivre son intuition, d'apporter encore d'autres comportements d'autosabotage, etc. Elle est l'espèce de pente ascendante qui amène justement un redressement de la culture par le savoir, la sagesse et la connaissance. Et ça se fait de façon efficace en combinant l'intelligence du cœur et l'intelligence rationnelle du savoir et de la logique, parce qu'il y a une belle logique divine aussi qui est bien portée par Simone de Beauvoir. Alors, pour ceux qui veulent rehausser leur expérimentation, reprendre leur pouvoir, remettre ou repositionner des limites pour un retour à soi. Simone, elle est efficace là-dedans. Quand vous dites, ah, je vis quelque chose, là, puis je comprends pas, là, tu sais, là, quand on tombe dans les questions existentielles, là, ben, pour ceux qui veulent savoir, puis qui laissent la chance aux jaunes de pouvoir livrer la brillance de la connaissance, ben, Simone, elle est très juste, elle est souvent documentée en énergie, et ce qu'elle amène, c'est souvent prouvé, référencé ou quoi que ce soit. À un moment donné, écoute, elle m'échangeait une information, puis on était sur Orion, puis elle m'envoyait plein d'informations d'Orion, mais c'est peut-être des codages que je n'étais pas habituée de décoder. Fait que ça m'a pris du temps avant de pouvoir saisir un peu tout ce qu'elle me livrait. Mais de notre côté, c'est ça. C'est de la sagesse, c'est de la connaissance. Alors, Simone de Beauvoir, elle peut vous ramener à reconnecter avec votre inspiration divine, avec votre souffle divin, avec votre énergie féminine, en libérant votre enfant intérieur qui a été oppressé et mal aimé et mal reconnu. Alors, pour toutes des questions d'identité, c'est vraiment une guide géniale. Parfait. Ben, merci beaucoup. La deuxième célébrité aujourd'hui, c'est Marie Curie. Puis, comme première trame, tu as choisi la balade de Marie Curie. Oui, ben là, c'est ça encore. On tombe dans des trames sonores un petit peu difficiles, mais Marie Curie, ça, c'est une énergie vivifiante. Elle est dans le bleu, elle est dans le jaune, OK? Mais elle a à l'extérieur de son jaune un petit bleu cobalt, mais tendance à aller sur le bleu royal. Elle est vivifiante, elle est vive. C'est vraiment quelqu'un ben, une âme qui réagit instantanément quand tu la contactes. Elle a comme une effervescence énergétique. Elle a le don aussi de la téléportation. Fait qu'elle est là. Là, à un moment donné, tu dis, oups, c'est-tu elle ou c'est-tu un hologramme? Fait qu'elle joue vraiment avec son être multidimensionnel, mais elle comprend pas tout ça au niveau de l'explication qu'elle veut y apporter éventuellement. Ce qu'on voit de Marie Curie fait que oui, c'est une scientifique qui a essayé de comprendre les mouvements, les lois de l'univers, mais c'est une âme aussi qui essaye encore beaucoup d'expérimentation. Puis on pense pas,
on dit c'est une scientifique, elle est plutôt tranquille. Non, elle a la bougeotte. Elle a eu une difficulté d'accepter son incarnation. Puis il y a quelque chose qui s'est mis à l'envers chez elle, mais qui a été redressé avec le temps. Puis c'est grâce à un homme bleu indigo qui l'a ramené, si on peut dire, à se remettre droite un petit peu et à accepter de gober de l'information pour aller plus loin afin d'arriver à la justesse. Et la justesse a été quelque chose de très important pour elle parce qu'elle a approfondi la justesse, autant au niveau des mesures dans ses expérimentations scientifiques, mais la justesse de la précision que Marie apporte, c'est tranchant, mais c'est flamboyant aussi en même temps. Et elle a un côté spectaculaire un peu. Fait que c'est comme si quand elle arrive à quelque chose d'important, il y a comme une magie une effervescence qui se produit chez Marie, puis elle déconstruit rapidement, elle reconstruit rapidement, elle a la faculté, ben, premièrement, elle est vraiment beaucoup dans les sciences encore aujourd'hui, et elle est en train de faire des cours en alchimie encore plus prononcés. Elle est sous la gouverne, entre autres, de Maître Saint-Germain. Elle a aussi déjà beaucoup travaillé avec le guide Merlin. Donc, ça fait plusieurs incarnations également qu'elle se tourne vers l'alchimie des choses. Et d'où pourquoi que quand on contacte l'âme de Marie Curie, c'est ça, je te dis, ça surprend parce qu'il y a de l'effervescence un peu partout. Qu'on prend quelque chose, pouf, là, il y a comme un effet de magie, ça s'évapore, elle est déjà rendue à d'autres choses, elle déconstruit, elle reconstruit, elle précise, là, après ça, elle prend un angle très large, elle joue beaucoup avec les perceptions, les dimensions, donc c'est pas facile de garder une connexion avec Marie Curie parce qu'elle est en train d'expérimenter sur plusieurs plans en même temps. Alors, si je passe un 5 minutes avec elle, je vais peut-être avoir 40 histoires simultanément de tout ce qu'elle joue, de tout ce qu'elle bouge, de tout ce qu'elle fait. Et ça, c'est la particularité parce que c'est la première qu'on a qui est de même. OK, parfait. Ce qui est remarquable de Marie Curie, c'est que c'est une des rares personnes qui a remporté 2 prix Nobel, un en physique, un en chimie. C'est la seule femme qui en a remporté 2. Ce qui est aussi particulier, donc elle-même en gagne 2. Sa fille en a gagné un en chimie également. Puis le mari de sa fille en a gagné un pour la paix. Fait que c'est toute une contribution familiale. Oui, mais dans le cas de Marie Curie, puis là, j'ai des frissons partout, là, elle a réussi à pouvoir vivre son destin grâce à son mari. Puis ça, c'est particulier. Elle a eu un mari qui a été capable de la comprendre, puis de la laisser faire, puis vas-y, poursuis. Ça a été particulier parce que la Marie, l'âme de Marie est difficile à saisir, mais Marie, comme telle, était aussi toujours dans sa bulle et difficile à suivre et à connecter, etc. Elle a eu d'emblée un homme qui l'a compris, puis qui l'a laissé faire, puis qui l'a bien accompagné. Fait qu'elle a pu réussir à se déployer et arriver à autant de résultats parce qu'on l'a laissé faire. C'est particulier, Et, hein? ben, je sais que son mari, Pierre Curie, et elle-même, ils travaillaient sur plusieurs projets communs, puis malheureusement, lui il est décédé prématurément d'un accident, puis elle a pris la relève, puis elle a assuré la suite de la chose, mais c'était du même coup la première femme à garder des postes prestigieux, autant en enseignement à l'université que être à la tête d'un laboratoire. Donc, déjà là, en assurant la suite au décès de son mari, ben, elle se démarquait déjà en tant que femme.
Bon, je vais aller plus loin, OK? Parce qu'elle avait des facultés médiumniques, elle communiquait avec son mari souvent, il allait la voir en rêve, puis il donnait des informations, il donnait des perceptions, des angles, des tuyaux pour avancer. Fait qu'elle n'a pas été seule. Elle a été bien guidée. Son mari est resté auprès d'elle, même s'il était plus là. Puis elle l'a saisi comme une chance. C'est sûr qu'elle l'aimait bien, puis elle aurait continué là, avec. C'est pas le problème. Mais c'est comme si lui, n'étant plus là, ça enlevait l'espèce de pression où elle a pu rentrer complètement dans sa bulle. Elle a pu y aller à fond dans qui elle était. Fait que ça a été un avantage finalement dans sa manière où elle dit bon ben je me suis adaptée puis je construis, mais elle a eu quand même des coups durs, mais il était là en énergie, il amenait le réconfort, il amenait l'information, il amenait une angle, il amenait une piste, puis là elle se levait avec ça puis elle repartait, elle était motivée. Fait qu'elle a eu, quand je disais elle a des côtés médiumniques aussi, c'est qu'elle a été capable de recevoir par l'intuition des trucs qui lui ont amené à se guider dans la matière pour arriver à une solution ou une réponse à une compréhension différente. Fait que c'est ça qui est le fun avec l'esprit scientifique de Marie Curie, c'est qu'elle avait l'intelligence par l'ouverture. Et par l'ouverture, ben, la réception s'est faite. Si elle avait été, exemple, bornée sur ce qu'elle sait ou sur son ego, ou, tu sais, non, elle remettait toujours en cause, elle déconstruisait toujours tout, elle rebâtissait tout. Tu comprends-tu? C'est une personne habile à bouger un paquet d'affaires pour arriver dans le chaos à trouver la parfaite combinaison ou formule ou etc. Fait que c'est dans ses particularités, mais c'est de ces particularités qui sont encore présentes chez Marie, du pourquoi c'est pas facile d'échanger avec une telle guide. OK, parfait. Ben, tu mentionnes qu'elle était bonne à faire plusieurs choses en même temps. Je me souviens que j'ai lu qu'elle était en mesure de bien recruter des gens pour bien l'entourer. Donc, je pense que ça, c'était un autre plus. Puis, le fil conducteur, dans le fond, de sa vie qui lui a permis de réussir, ça a été ses études puis son travail, malgré toutes sortes de défis, que ce soit euh, la pauvreté, une enfance difficile, ensuite plusieurs décès ou relations difficiles. Sa sœur, sa mère sont décédées prématurément, son mari aussi a eu euh, des relations difficiles. Est-ce qu'elle a réussi à soulager toutes ces souffrances et déceptions? Dans le cas de Marie, je vais dire, ben, franchement, ça a été tout ce qui a contribué à la ramener dans sa bulle. Tu vois, je te parlais tantôt là, qu'elle a perdu son mari, là, ben, elle a accepté. Tu vois, elle s'est concentrée dans son travail, elle s'est concentrée dans sa bulle. Elle, juste le fait d'avoir la chance de pouvoir avoir la détermination de foncer plus loin. Et dans le cas de Marie, c'est comme si dans son plan d'incarnation, tous ceux qui pouvaient mettre une limite à son succès ou plutôt de l'échec, ils sont comme ils ont sorti tout seuls, tu comprends-tu? Parce qu'elle, elle avait une concentration à faire. Puis ça a été très important. En fait, là, si à un moment donné, là, vous êtes dans une situation, puis que là, c'est tout pêle-mêle, puis vous ne voyez pas où ce que ça s'en va, puis vous comprenez pas la logique de votre création, puis en tout cas, c'est tout entremêlé, puis on ne sait pas par où commencer, ou ben, Marie, appelez-la. Elle va venir comme vous aider à alchimiser vos complications là, pour en ressortir le plus simple. Et c'est comme si toutes les pertes qu'elle a eues ont contribué à son réflexe de revenir à qui elle est et à y aller parce que là, tu as tout parlé des deuils de proches qu'elle a eus, mais c'est plus que ça. C'est que c'était pas ouvert pour les femmes dans la société. Le plus gros des combats, là, c'est là que ça s'est joué pour elle parce qu'elle a toujours été obligée de pousser plus loin dans sa bulle pour arriver à faire sa place finalement à l'extérieur.
Fait que c'est une grosse concentration. Ceux qui sont éparpillés, puis qui sont à l'extérieur de qui ils sont, puis qui sont toutes mélangés, ben Marie Curie, elle vient de faire un, elle a la capacité de te faire un ménage là-dedans puis de simplifier les choses à sa plus simple expression. Fait que c'est une grande aptitude qu'elle a, mais elle s'est faite volontairement par son âme pour que justement ces choix-là la ramènent toujours à qui elle est. Puis c'est une grosse particularité qu'elle avait de besoin pour justement être une des premières femmes, des piliers de ce monde à pouvoir avancer avec succès au niveau de l'intelligence, mais de ses découvertes scientifiques également. Absolument. J'ai trouvé une photo qui regroupe plusieurs personnes qui œuvraient dans le domaine de la science. C'était plusieurs récipiendaires du prix Nobel. Elle, c'était la seule femme sur 20 ou 30 personnes dans la photo. Puis il y avait aussi Albert Einstein qui était de la photo. Puis je sais qu'ils étaient très bons amis. Donc, j'étais curieux de savoir quelle était euh, sa perception de Einstein, puis quelle était sa fierté d'être la seule femme parmi les grands de ce monde scientifique. Écoute, avant que tu me parles d'Einstein, ce que j'ai vu, c'est Einstein qui était heureux de la connaître, OK? Fait que c'est ça, il était content de la connaître. Fait que ça, là, t'as dit, ah, Einstein, le groupe, il était là, là-dedans, hein. Le fait qu'elle soit la seule femme, ça la dérange pas, puis je te dirais qu'elle mettait pas son attention là-dessus. Elle était vraiment concentrée à pouvoir faire la preuve que l'amélioration scientifique pouvait améliorer le sort humain et sa compréhension aussi avec Dieu. Puis en passant, là, tu as dit qu'ils étaient amis ensemble. Je te dirais plus que ça, c'est qu'au niveau de relation d'âme, c'est que Einstein et Marie Curie ont déjà été frères et sœurs. Fait qu'il y a eu une reconnaissance fraternelle qui a dû se faire entre les deux. Puis comme Marie Curie, c'est une personne très sérieuse, vraiment concentrée dans sa bulle, Einstein arrivait à le faire rire. Ça, c'est particulier. Fait que autant, si c'est une relation de joie fraternelle qu'il y a entre les deux âmes, ça, c'est rien. Mais ce que Marie me dit, c'est qu'Einstein l'a amené à aller plus loin. C'est le genre de discussion intéressante qui, à un moment donné, elle a été déçue un peu parce que Einstein amenait une compréhension qui l'amenait, elle, à se stimuler, à travailler pour pousser plus ses découvertes. Fait qu'il y avait un effet motivateur là-dedans. Fait que je te dirais peut-être plus c'est un courant rafraîchissant où ce qu'on peut se permettre d'être heureux, de rire, puis en même temps de se stimuler à aller plus loin. Fait que c'est une belle connexion. OK, parfait. Ben merci. Comme deuxième trame, tu avais choisi un vidéo d'elle-même avec Pierre Curie sur un peu le résumé de leur vie. Ouais, ben encore là, comme je disais tantôt, c'est pas évident. Mais c'est intéressant de voir le bout, effectivement. Alors, je vous le partageais, un petit peu de science, ça peut être intéressant. Mais écoute, ce que je peux te dire, ce que je retiens de Marie Curie, c'est que il y a quelque chose qui était mauvais au niveau de la religion. Ça a été un fondement intéressant chez elle parce que à cause de ça, elle a été stimulée à le dépenser puis à aller plus loin. Et je vais encore plus loin parce qu'elle me montre une incarnation où ce qu'elle a déjà été brûlée en face du Vatican avec des livres de connaissances. Elle avait une incarnation d'homme dans cette vie-là, mais quand même. Fait qu'elle a vraiment comme utilisé ce blocage-là au niveau de la religion pour pouvoir se permettre de rentrer pleinement dans son éveil concernant les sciences. Et non seulement ça, mais elle a, pendant son incarnation, ce qu'elle me montre, puis Albert Einstein en a contribué aussi, c'est qu'ils se sont posés justement la question de Dieu, de l'âme et de la science, et ils l'ont exploré. Ben, dans le cas de Marie Curie, très certainement, parce qu'elle voulait approfondir ça avec sagesse pour l'aider justement à enlever un boulon qu'il y avait au niveau de la Terre, au niveau de sa mère aussi, et de la culture en général par rapport aux associations religieuses.
Fait que, elle a compris aussi l'amour, mais l'amour au niveau de l'énergie du jaune. Alors, c'est quelque chose qu'elle n'a pas réussi à penser par le cœur, ce qui, Simone a une longueur d'avance. Simone, elle a déjà ouvert son cœur un petit peu plus, fait que le rose a déjà pris un petit peu plus de place. Mais dans le cas de Marie, c'est que par l'intelligence que ça se passe. Et au niveau de la logique aussi, c'est une énergie qui est très jaune. Alors, elle vibre beaucoup, entre autres, avec les artisans de la paix, mais c'est sa faculté du jaune qui amène justement la libre exercice de la science et ensuite, là, les connaissances de science viennent renchérir le jaune de qui elle est. Alors, c'est pas une scientifique bleu indigo comme on aurait pu faire l'association, dire, OK, elle est dans les sciences, elle est bleue. Non, elle est vraiment là pour cultiver la paix sur Terre et d'aller chercher toutes les connaissances possibles pour faciliter cette joie-là, cette lumière-là, cette effervescence-là. Et c'est là-dessus qu'elle s'est spécialisée. Alors, c'est ce qui la distingue un peu des autres scientifiques. C'est qu'elle le fait par son jaune, avec l'aide du bleu, mais c'est pas la couleur dominante. OK, parfait. Elle a fait beaucoup de recherches au niveau du cancer, puis elle a notamment fait la découverte des rayons X, puis elle a même réussi à euh, équiper des véhicules pendant la Première Guerre mondiale avec des rayons X pour faciliter les opérations sur le front. Puis elle était là elle-même, donc je trouvais ça intéressant. Oui, intéressant, certain. Ah, tu vois à quel point c'est extraordinaire. Mais elle va plus loin que ça. Ce qu'elle m'a montré, c'est que déjà, elle a comme d'autres technologies qu'elle a été chercher. Elle va nous ramener ça. Maintenant, tu vois, tu dis, ça lui servi au niveau de la guerre. Mais ça, elle a été un peu poignée là-dessus, je te dirais, comme un peu Albert Einstein. Tu comprends? Tu fais des belles découvertes, mais à un moment donné, ça sert à la destruction. Puis ça l'a contaminé une partie du cœur de Marie Curie parce que son jaune est trop élevé. Fait que si ça va au service de la paix, OK, elle va être là, elle va contribuer à ça, mais elle a compris que c'était plus gros que soi puis qu'elle n'avait pas le contrôle, même si elle aurait voulu limiter ça à un certain niveau. Concernant le cancer, il y en avait au niveau de sa lignée maternelle et c'est quelque chose qu'elle voulait se faire pour elle-même, pour guérir une partie c'est comme un cancer latent, finalement, qu'elle avait dans une de ses incarnations antérieures et que non, elle voulait trouver le moyen pour arriver à régler son problème qu'elle a déjà pensé, qu'elle a déjà vécu là-dessus. Et non seulement ça, mais elle a eu des pics de compréhension qui ont dépassé la conscience du temps. Elle a compris des trucs encore aujourd'hui, on est sur les mêmes trucs dans le sens que elle a eu des percées de conscience qui n'ont pas été égalées jusqu'à ce jour sur le concept du cancer et des solutions pour y remédier. Et non seulement ça, mais en énergie, elle est encore active sur le dossier. Elle aide des scientifiques au niveau des recherches. Alors, je vois entre autres une médecin femme qui regarde dans un télescope puis est avec elle. Fait qu'elle aide des femmes scientifiques à faire justement du développement au niveau de la recherche de cancer. Ça fait partie de ses missions hors incarnation. Elle continue à avancer là-dessus sur le sujet. Oui, tout à fait. Puis malheureusement, à travers ses recherches, elle a eu beaucoup de problèmes suite aux radiations, notamment au niveau des yeux, des oreilles. Puis elle a aussi eu des problèmes de reins et en fin de vie, elle a eu la leucémie. Ça a affecté même son système osseux. Fait que oui, elle s'est exposée à des affaires de radiation, mais je peux te dire, ce que je vois, c'est qu'elle a vu une gang d'entités qui ont amené ce type de radiation-là sans justement amener des solutions pour le protéger, etc. Et c'est quelque chose dans laquelle elle a contribué aussi une partie de ses recherches en énergie avec l'âme pour protéger de ces radiations-là. Parce qu'elle trouvait aussi que les radiations, il y avait une connexion avec Dieu. Fait que c'est un penchement aussi qu'elle a essayé d'établir
l'exposition aux radiations, entre autres. Fait qu'elle est un petit peu pognée là-dedans parce que la solution n'a pas été découverte encore, mais c'est quelque chose qui l'a saisi. Ça, je peux te le dire. Ça l'a saisi, mais en même temps, elle l'a comme endossé. Tu sais, c'est comme, ça fait partie du métier, mais ça l'a apporté des choses. Puis justement, on parlait tantôt du tranchant entre, oui, t'amènes le développement de la science, mais à un moment donné, ça se retourne contre toi. Ben ça, c'est le genre de situation qui confirme que c'est un malaise de composer avec ces éléments-là qu'elle portait. Puis tu vois, c'est parce qu'elle a eu les conséquences directes de ces expérimentations-là. Fait que ça se comprend aussi. Ouais, absolument. Tu mentionnais un peu plus tôt que sa plus grande victoire, c'était entre autres euh, de se démarquer dans un monde d'hommes en tant que femme. Puis je veux juste citer un article de journal à l'époque où elle devient la première femme enseignante à la Sorbonne. Puis ça coïncide avec aussi les années d'enfance de Simone de Beauvoir en France, parce que les deux étaient en France à ce moment-là. Donc, ça dit, c'est une grande victoire féministe que nous célébrons en ce jour si la femme est admise à donner l'enseignement supérieur aux enfants des deux sexes. Où sera désormais la supériorité de l'homme mâle? Le temps est proche où les femmes deviendront des êtres humains. Il là Ça là. va loin parce que moi, ce qu'elle m'a montré, c'est que dans ses premiers jours d'enseignement en classe, il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient réfractaires à ce qu'elle soit là déjà. Fait que ça n'a pas été une partie de plaisir, puis elle était obligée d'être plus sérieuse que prévu, justement, pour tenir le cap, puis d'être assez raide pour être capable de livrer son mandat d'enseignant, parce qu'il y avait beaucoup de sexisme. Puis régulièrement, elle sentait, il y avait tout le temps quelqu'un qui faisait sentir le commentaire qu'il n'y avait pas d'affaire à être là. Fait que ça c'est une affaire qui l'a aidé. Tu sais, tantôt, tu disais que ta mère était morte, ici et ça. Ben, c'est justement des éléments qui ont contribué à ce qu'elle prenne sa place, puis qu'elle s'impose, mais plutôt qu'elle s'assume. Tu sais, fait que c'est ça la force de Marie, c'est sa capacité de centralisation. Puis je te dirais, c'est elle qui a le chapeau de tous nos invités, là. Sa capacité de concentration a été supérieure à la majorité des gens, puis elle en avait besoin pour se destiner, ça c'est clair. Parfait. Ben, moi, ça conclut l'essentiel de ce que j'ai sur Marie Curie. Excellent. Ben, gênez-vous pas pour la contacter si vous avez besoin de remettre de l'ordre puis vos idées en place. Vraiment, elle a toutes les aptitudes nécessaires. Puis ceux qui veulent développer aussi des dons de téléportation et de télékinésie et de ci et de ça au niveau de son être multidimensionnel est déjà bien connectée, bien centrée. Elle a une longueur d'avance même sur la conscience qu'on peut même avoir aujourd'hui. Alors, si vous voulez justement ouvrir vos connaissances scientifiques, ben également, c'est un beau guide qui va vous apprendre à vous amuser en prenant conscience de les forces et les puissances de l'univers. Alors, Marie Curie est quand même au service, mais là, elle s'en va au niveau de l'alchimie encore plus vivement, fait que elle est pleine de force. Parfait, ben, merci beaucoup. Notre troisième célébrité, c'est Edith Piaf. Et la première trame que tu as choisie, c'est une version de Non, je ne regrette rien par Wednesday. Ben, c'est en fait, tu sais, Edith Piaf, les jeunes ne la connaissent pas, hein. Ça, c'est pas compliqué. Ce qui arrive, c'est qu'ils ont sorti sur Netflix une série de Mercredi Adams. On avait parlé avec Catherine Zeta-Jones qui joue dedans en faisant Madame Adams. Et écoute, ils ont pris cette chanson-là, puis à un moment donné, mercredi, elle lance des piranhas dans une piscine parce qu'il y a des cons qui se sont attaqués à son frère. Fait que c'est une grosse chanson, c'est un gros moment de la chanson d'Edith Piaf. Fait que, tu sais, tant qu'à mettre la version 1960, je sais pas, là, quelle année. Fait que j'ai dit, tiens, on va utiliser la connexion, le pont qui a été fait entre cet artiste-là et
pour rejoindre les jeunes via une série Wednesday. Parce que, en même temps, je dis, bon, ben, ça va permettre aux plus vieux qui connaissent Edith Piaf, mais pas assez de la culture des jeunes. Fait que je trouvais que c'était un pont entre les deux d'un classique, hein, c'est une très grande chanson. Fait que j'ai trouvé ça le fun qu'elle soit reconduite en 2023. Je pense que ça a été fait, cette série-là. Alors, c'est un pont entre les générations que j'ai voulu mettre par cet extrait-là parce qu'il existe d'autres versions, là, juste de la chanson d'Edith Piaf, là, mais en tout cas, je trouvais que c'était un beau pont. OK, parfait. C'est une des plus petites célébrités qu'on a eues jusqu'à présent. Elle mesurait 4 pieds 8. Puis Hélène demandait pourquoi son âme avait choisi cette taille. Ah, bonne question. Dans le cas d'Edith, c'est attends un peu. Ce que son nom me dit, c'est que c'était important pour elle de s'élever. Alors, c'est la thématique que son homme a choisie pour grandir, de s'élever. Et c'est une âme qui connectait énormément aussi à l'énergie du vent. Mais ce que je vois, c'est que sa petitesse a été très difficile pour elle. Ce que je vois, c'est que ça l'a défractionné, je vais préciser. C'est comme si elle avait eu plusieurs cassures dans ses jambes, à ses chevilles, etc. D'après moi, c'est pas des vraies fractures, mais il y a quelque chose qui a été brisé et elle avait optimisé au niveau de son âme de pouvoir comme redresser ça pour pouvoir grandir sa lumière et d'ouvrir davantage à ce que ça soit plus ouvert, plus dégagé. Je te dirais, c'est une aventure d'une ancienne incarnation aussi où elle était handicapée. C'est une forme d'handicapé qui l'amenait à se recoquiller comme si ça l'amenait à une position fétale, puis que plus tu étais en position fétale, plus c'était très difficile à ouvrir, etc. Je te dirais que c'est le résultat un petit peu de cette incarnation-là, c'est-à-dire que là, dans cette vie-ci, c'est comme s'il l'avait déplié, mais qui était encore cassé, tu sais, à force d'être trop en coquille ou en fœtus, là. Fait que ils l'ont comme réétiré. C'était nécessaire à ce que le passage soit là, mais en même temps, c'était pour l'amener à voir plus grand aussi. Donc, en étant plus petite, ben là, il y a une différence qui se fait au niveau de la lumière, de l'air que tu respires pour grandir ton espace. Puis elle avait besoin de lumière, elle avait besoin de soleil pour ouvrir et grandir. Donc, en étant moins grande, ça lui a permis d'ouvrir un petit peu plus, puis de s'étirer pour grandir davantage. Je te dirais que ça marchait un peu chez elle parce que ce que je vois, c'est qu'il y a un Saint Pied 4 qui l'attend pour la prochaine incarnation. Fait qu'elle a quand même réussi à faire ses ouvertures et elle a pu gagner un 6 pouces supplémentaire pour son prochain corps qui va être masculin. Là, on dirait qu'il y a trop d'armure qu'elle a portée et elle s'en va vers un 5 pieds 4 masculin. Fait que c'est pas très grand pour un homme, mais en tout cas, elle a gagné en grandeur, puis elle va être dans une énergie orangée. Alors ça, c'est déjà placé pour sa prochaine incarnation. Benoît, elle est morte en quelle année? Les mottes en 63. OK, ben, je vais te reposer la question. Elle est née quand? C'est quoi son Donc, début d'histoire? 1915, pendant la Première Guerre mondiale. Puis c'était vraiment des conditions misérables parce que ses parents étaient pauvres. Elle a été aussi élevée par ses grands-mères. Il n'y avait pas vraiment d'encadrement. C'était vraiment laisser aller. L'hygiène laissait à désirer également. Dans le fond, elle a connu la misère à son enfance, de nombreux problèmes de santé, puis plusieurs échecs amoureux. Donc, d'où trouvait-elle la force pour surmonter tous ces défis-là? Dans l'exercice d'alignement. Et c'est vraiment ça. Elle regarde vers le haut. Puis là, c'est comme si elle chante. Là, quand elle chante, là, il y a une droiture qui se fait dans son corps, dans ses énergies. Puis là, il y a une bulle d'aura, de lumière qui s'étire.
Et puis là, c'est comme ça qu'elle réussit à prendre contact avec la source de lumière. Mais c'est que ça qui marchait chez Edith. Un coup, tu débarquais de là, là, c'était difficile, d'où le pourquoi. C'était difficile parce que justement, cette jambe était toute fractionnée en énergie, et etc. Fait que, elle a manqué de douceur, mais elle a eu du courage. Elle a eu beaucoup de rage, puis elle a pas su comment arrêter tout ça, puis elle a comme ravalé beaucoup de tristesse. Euh, de déchirement. Puis encore aussi, ça n'a pas été facile parce que ce que j'ai vu, c'est qu'elle a essayé aussi de le passer dans de l'alcool, mais c'est une faible estime de soi-même en tant que femme. Elle voyait les hommes beaucoup en héros, mais finalement, qui n'en étaient pas dignes au bout de certains temps. Et c'était une femme. Ça la défaisait souvent, puis finalement, ça finissait avec le verre dans la main. Fait que ça a été très, très difficile à tout point de vue, sauf quand elle chantait. Et c'est grâce à ça qu'elle a réussi à passer suffisamment de lumière pour pouvoir quand même être assez noble à un certain niveau. Et je remercie l'âme d'Edith Piaf parce que j'ai déjà eu un contact avec elle avant l'émission, il y a plusieurs années déjà. Il y a 2 ans, quand j'étais à Radio Unicité, on avait fait Edith Piaf et elle m'avait montré un théâtre où il y avait des prestations de chant et etc. Et j'ai eu une résonance là-dessus parce que elle me montrait un parallèle d'âme où j'étais là puis je l'ai connue. Elle me montrait une incarnation de bar où j'étais comme un genre de gérante et j'étais très heureuse de servir mes clients à boire, de faire mes spectacles avec mes chanteuses, etc., etc. Mais à un moment donné, je me suis mariée à un homme qui voulait plus que je sois gérante de mon commerce, de ma place. Et bref, j'ai tout perdu ce que j'avais créé, tu sais, ou j'aimais faire. J'aimais ça, prendre un verre avec mes clients. Je pouvais plus rien faire de ce que j'aimais. Alors, ben, un coup, j'étais mariée avec ce monsieur-là. Finalement, je suis tombée malade d'une maladie incurable parce que j'avais pas de porte de sortie, puis j'étais enfermée dans un genre d'histoire sans issue, sans possibilité d'évasion, de me libérer. Fait que finalement, c'est la maladie qui m'a sauvé le coup. Fait qu'elle m'a apporté une mémoire de ça qui était en résonance un peu avec ses histoires à elle. Fait que j'ai apprécié la découverte de cette incarnation-là que mon âme avait vécue. Et ce qui est arrivé, c'est que ça m'a permis, grâce à ça, elle m'avait comme choisi parce que je la comprenais à cause que j'avais vécu un type d'histoire de ce genre. Et c'est là où ce que j'ai été capable de travailler avec elle, entre autres, c'est sorti d'alcool, entre autres, c'est l'adultère. On a sorti des hommes poqués qui prenaient pas bien d'elle, etc. Fait qu'on avait réussi hors de l'émission à faire un gros, gros travail parce qu'elle était prête. Et non seulement ça, c'est qu'il y avait encore une partie d'elle qui était dans l'appartement qu'elle avait vécu sur Terre. Puis je dis, ben, t'es plus chez vous, t'as plus d'affaires là, tu sais, tu peux pas hanter l'appartement. Fait que ça a été particulier, l'échange que j'ai fait avec Edith, parce que c'est une amoureuse de la vie. Ça a été lourd pour elle. Parce que c'est là-dessus qu'elle pouvait y aller, puis elle y arrivait sous l'alcool. Fait que ça fait un genre de divan qui s'enferme un peu chez elle, et puis ça fait pas une vie heureuse, ça fait pas de grandes choses. Peut-être pour ça qu'elle est morte quand même assez jeune. Mais ce qui caractérise Edith Piaf, je te dirais, c'est les morceaux. Les morceaux d'une femme brisée, mais avec un cœur tellement grand, tellement immense, mais qui carbure seulement quand elle a la chance de pouvoir amener ces prestations-là. Et là, c'est comme ça qu'elle a réussi à survivre aussi longtemps et quand même à se remplir de lumière pour faire face à ses peurs, parce qu'elle avait peur des hommes. Et c'est une des raisons pour laquelle sa cheville droite était fragile et sa jambe droite aussi, ça shakeait un peu. C'était pas.
une belle force, là. Fait que c'est une dame qui a eu peur. C'est carrément ça. Et qui en a encaissé et bavé beaucoup. C'est ce qu'on peut dire de cette âme-là. OK. Mais elle était très brillante. Elle pouvait lire et entendre une chanson, puis elle se souvenait des paroles après une fois. Elle avait évidemment une voix très remarquable aussi, un grand don d'interprétation. Puis, évidemment, elle a un répertoire de chansons euh, très populaire également. Donc, j'aimerais juste revenir sur une de ses relations qui m'a marqué en lisant, c'est que elle avait une belle relation d'amour avec le boxeur Marcel Cerdan pendant une couple d'années. Ils avaient acheté une maison ensemble, puis malheureusement, lui il est décédé dans un accident d'avion mortel alors qu'il devait la rejoindre. Puis je sais qu'elle lui a dédié sa chanson L'hymne à l'amour. Donc, est-ce que elle a pu surmonter cette perte-là, cette tristesse-là? Aujourd'hui, je te dirais pas encore. Ça l'a défait au niveau de son plexus, puis ça l'a immobilisé au niveau de son côté gauche. Ben, écoute, je vais te remettre la question autrement. Euh, ça a pas marché, Edith Piaf et sa vie amoureuse. Elle aimait pas. Elle aimait pas son incarnation sur Terre. Elle aimait pas la relation difficile avec beaucoup de gens. Comme je te dis, la seule chose qui l'a animée, c'est lorsqu'elle était sur scène puis qu'elle chantait. Ou qu'elle chantait, peu importe, en studio ou quoi que ce soit. C'est vraiment là-dessus que son âme a pu l'habiter, a pu la nourrir, a pu faire quoi que ce soit. Tout le reste ne fonctionnait pas. C'est pas plus compliqué. Fait qu'elle n'a pas réussi à aimer, puis ça, on le voit vers plus la fin de sa vie, comme que je te disais, il y a une tristesse là-dessus. Elle n'a pas réussi à connecter de cœur à cœur d'emblée. Elle aimait facilement, mais elle était blessée facilement et c'était tout le temps en montagne russe comme une vague émotionnelle où c'était tout le temps catastrophique ce qui se passait. Tu sais, c'est comme une diva, là, tu sais, une vie de diva, des émotions de diva où c'est très difficile à contenir ou tout ça. Puis elle rageait parce que malgré tout, elle se sentait seule. C'est ça qui se passe aussi. Fait que t'as beau dire, je fais semblant d'être avec les gens. Oui, je suis là, mais ça connecte, mais pas vraiment bien. Tu sais, à un moment donné, elle a accepté qu'elle faisait son chemin toute seule. Puis c'est là-dessus qu'elle est partie. Puis le problème, dans le cas d'Edith, c'est qu'elle n'a pas écouté les recommandations de Simone de Beauvoir. Si elle avait mis l'alcool de côté, ça l'aurait déjà été plus facile et elle aurait déjà pu être heureuse. Fait que c'est quelque chose qui, d'emblée, quand on regarde l'énergie d'Édith Piaf, il y a beaucoup de tristesse qui reste de son incarnation. Puis c'est une des raisons pour laquelle c'était déjà compliqué, c'est que, regarde, encore aujourd'hui, elle n'a pas réussi à pacifier tout son espace d'incarnation, qu'elle n'a pas réussi à avoir le goût de se réincarner à nouveau parce qu'elle est encore trop sur le qui-vive de l'émotion d'être mal aimé ou d'être mal entouré par l'amour, c'est encore, elle aurait tendance encore à retomber dans des drogues, etc., parce que son corps de souffrance s'est amélioré, mais pas tant. Elle est comme plus stable, mais pas vraiment. Fait que c'est comme ça amène des complications et des rébellions, puis ces énergies n'ont pas été relancées ou ils n'ont pas été interchangées. Puis d'un autre côté, écoute, tu me disais, ça fait 40 ans qu'elle est morte, là, 40, 50 ans. Puis elle n'a même pas décidé de se réembarquer. Il y a une partie d'elle qui n'a pas accepté sa mort. Fait qu'elle n'avait pas accepté sa vie, puis là, elle n'a pas accepté sa mort, puis elle n'est pas prête à passer à d'autres choses. Fait que c'est une drôle d'énergie, hein, Edith Piaf, sérieusement. Et puis, ben écoute, autant qu'à toi fois je pense là avec là, on échange pour qu'elle puisse réussir à libérer de la tristesse puis à revenir, mais c'est comme si au niveau de ses mémoires, si ça dure pas, ça débarque puis elle revient comme dans son parallèle ben pas de dépression, mais
je sais pas, elle a une existence parallèle qui fait en sorte qu'elle peut pas s'incarner parce qu'elle vit encore son ancienne vie, mais sans nécessairement bien la vivre pour penser à d'autres choses. Je sais pas si c'est clair. Ouais, je peux comprendre, là. Mais, en tout cas, euh, elle a tellement accumulé de problèmes au courant de sa vie, juste en termes de problèmes de santé. Elle a été aveugle, problème d'arthrite, dépendance morphine, cortisone, 2 accidents de voiture, ulcère, hémorragie, anévrisme, insuffisance hépatique. Mais puis grand-chose qui marchait, hein. Ouais, c'est dommage. Puis, je vais conclure. Deuxième trame, tu as choisi La vie en rose, version qu'elle-même chante en 1954. Ouais, je pouvais pas passer à côté de celle-là, hein. C'est un classique, un très gros classique qui a été repris et repris par maintes chanteurs à maintes occasions. Mais la version d'Edith Piaf également, elle est à la hauteur du succès classique que cette chanson-là apporte. Et ben, c'est ça. Ah, écoute, c'est un cas difficile, comme je te disais, dans nos invités qu'on a eus depuis 2 saisons. C'est la moins stable, je te dirais, qui est encore relativement suffisamment perturbée. Si, mettons, je la compare à Marilyn Monroe, ce serait son comparable. Ben, Marilyn Monroe, elle arrive quand même aux fois où elle se connecte. Elle est capable d'avoir des belles ouvertures de bonheur, de lumière, de conscience, même si elles ne sont pas tenues bien qu'elle a encore, Marilyn, ses zones de dépression où c'est plus difficile, où elle roche encore, elle est souffrante à certains niveaux, elle est pas stable. Mais Edith Piaf, c'est comme la coche en dessous qui est encore plus problématique, qui est encore plus difficile. Elle est facile d'abordage, c'est-à-dire que tu vois, elle m'a aidé à montrer mes mémoires de bar ou de cabaret, etc. Fait qu'elle a quand même un bon fond. Tu sais, j'ai pas mis du temps pour rien sur elle parce que elle est capable quand même de pouvoir échanger. La seule chose, c'est qu'elle veut pas changer. Elle veut pas changer et moduler ses énergies pour, un, régler avec le père qu'elle a eu dans cette incarnation-là, pour changer ses stéréotypes avec les hommes ou d'autres comportements humains qui ont été, entre autres, au niveau de la destruction. Elle veut pas se rapprocher au niveau de l'idylle de son bonheur. Elle veut même pas compétitionner. Comme je te dis, elle est dans un champ où ben, c'est une perte de temps, selon moi, mais elle habite là, puis elle est heureuse là. Alors, on respecte, mais j'y ai amené quand même une dose de compassion à son cœur pour qu'elle puisse s'égayer. Parce que là, plus qu'elle s'égaye, plus qu'elle va pouvoir se respecter, s'honorer, puis monter. Mais elle a une vidange à faire avec les orangers. Et elle a beaucoup d'horreurs qui sont à sortir. Puis des horreurs, écoute, je vois des affaires romaines, là. C'est pas juste des horreurs de cette vie-ci ou de la Première Guerre, là. Elle a beaucoup d'horreurs d'accumuler et ça crée une charge vibratoire énergétique qui lui amène à faire défaut finalement, à ce que ça fonctionne pas. Puis elle s'ennuie de sa notoriété. Ça, c'est une autre affaire. C'est comme on disait, c'est comme ça s'ennuie qu'on dise mon Dieu qu'elle est belle, mon Dieu qu'on l'aime, l'amour des fans du public. Ça aussi, c'est comme plutôt difficile pour elle parce que c'est comme des souvenirs qui sont loin mais qui sont réactivés, exemple, par ceux qui écoutent sa musique puis qui l'aiment bien, là, ça la nourrit, ça lui fait du bien. Mais c'est pas assez fort pour qu'elle puisse comme se décharger complètement puis réussir à revenir à l'unisson avec qui elle est et qu'elle soit prête et capable de dire, OK, là, let's go, je m'encourage puis je m'en vais dans une autre incarnation. Et d'après moi, ça va prendre un gros 50 années avant qu'elle y arrive. Fait que je faudrait faire le calcul de quand elle est décédée, puis rajoute 50 ans là-dessus. Mais ce que je peux dire, c'est qu'elle a quand même la chance d'avoir une connexion avec Elvis. Elle est stimulée par Elvis, fait que c'est comme elle est capable d'aller chercher un peu d'amour des hommes par l'âme d'Elvis
qui lui rend bien, dans le sens que elle est à l'aise avec l'énergie d'Elvis, puis ça la réconforte beaucoup. Fait qu'il y a un travail qui va se faire tranquillement et qui va arriver justement à l'unité, à faire la paix avec son père, entre autres, et de rembarquer certaines coches par rapport à sa relation avec les hommes. Mais ce que je peux dire, c'est que la femme qu'elle est a la peur d'être trompée et ça fait une grosse barre sur son utérus. Fait que c'est pas qu'elle est méchante, c'est juste qu'elle a été comme mal conseillée pour se décharger au fur et à mesure et que là, elle est dans le fruit de ses résistances. Et malheureusement, je ne peux qu'être compassion parce qu'elle bouge sur certaines choses, mais elle bouge pas sur d'autres choses. Puis, comme je te dis, le choix de passer à d'autres choses n'a pas été fait. Alors, j'ai comme utilisé le courant qu'on a aujourd'hui, que j'ai couplé avec l'énergie d'Elvis pour que leur monter un petit peu plus haut, au moins deux, trois paliers de conscience pour qu'elle soit capable de faire le saut et au moins d'aller rejoindre Melchizedek pour enlever ces codages d'échecs qui disparaissent pas et qui sont attachés à son pied gauche cette fois-ci. Donc, il y a beaucoup de travail à faire avec cet homme-là et c'est pas facile parce qu'elle veut bouger, mais pas tant. Il faut respecter le libre arbitre et tout. Donc, c'est un petit pas à la fois. Puis, comme je te dis, elle est encore pognée dans des parallèles à cause des consommations de drogue, etc. Donc, les problèmes d'addictifs, d'alcool et tout ça, c'est pas réglé chez eux non plus. Et c'est en lien avec sa mère qui avait la crainte de perdre le bébé pendant qu'elle la portait. Fait que ça va loin, là. Je vais travailler sur le subconscient, aller déprogrammer des choses, etc. Mais encore là, cette partie-là d'elle doit faire le choix parce que t'as beau avoir des guides qui sont prêts, mais si tu franchis pas le pas, il n'y a rien qui se passe. Mais c'est dommage parce que dans tous ceux qu'on a fait, Benoît, dans nos invités, je te dirais, c'est la plus souffrante. Ouais, je peux comprendre. Moi, je vais terminer avec deux petits éléments. En 2015, Céline a chanté sa chanson La vie en rose après les attentats de Paris. Puis l'année suivante, Madonna a chanté la même chanson La vie en rose en tournée, puis elle a dit qu'Edith, c'était sa chanteuse préférée. Ah, c'est génial. Ben, Madonna, il y a une reconnaissance avec Edith parce qu'elle a déjà été sa mère. Fait que Edith a déjà été la mère de Madonna, puis ça, c'est un temps, oh mon Dieu, 1300 avant Jésus-Christ, dans le coin de Madrid. Fait qu'il y a déjà une incarnation là qui est très forte, puis effectivement, les deux chantaient déjà à cette époque-là. Pas Bon. professionnellement, mais dans la maison, ça chantait. Fait que tant mieux. Puis si tu regardes le bagage de souffrance d'Edith Piaf, puis tu regardes un peu celui de Madonna dans ses batailles, on comprend qu'il y a des ressemblances là. Fait que tant mieux, ça y a rendu hommage ou quoi que ce soit en lui prenant sa chanson. C'est génial. C'est des bonnes ponts, pardon, des connexions entre les générations qui se font en honorant le classique justement de ce qui a été apporté. Mais le végétariat manque beaucoup à Edith et on le voit aussi de l'autre côté en énergie. Fait que toutes les possibilités d'hommage à Edith, je te dirais qu'elle les absorbe, elle les prend. Elle en a besoin. C'est comme ça qu'elle s'alimente. Fait que tant mieux s'il y a des grandes chanteuses parce que ça donne des grosses doses pendant ce temps-là. Il y a beaucoup de gens qui connectent à ça. Fait que c'est plus facile pour elle, ça peut l'amener à tenir pendant un bout, là, vu qu'il y a une bonne grosse réserve, là. Mais elle tient, écoute, elle trouve le moyen de tenir, elle est pognée dans son parallèle depuis X années, là, puis en tout cas, elle a réussi à... Ben, tu sais, il y a quand même un équilibre, là, quelqu'un qui a une stabilité de même, puis c'est beaucoup plus facile de l'autre côté, parce que là, ben, oui, t'es loin des drogues, mais t'es loin aussi des responsabilités de produire, de payer tes loyers, de manger, de ci, de ça. Fait que je peux comprendre qu'elle fasse un détour sur une île où c'est un petit peu plus simple là, que la matière. Parfait. Donc, moi, ça conclut ce que j'avais sur nos invités. Bon, ben, je te remercie infiniment, Benoît, de nous partager ton don de l'animation radiophonique avec nous et ta minutie, ta grande préparation. Sois béni. Bonne semaine. Merci. Je remercie les auditeurs, auditrices d'être au rendez-vous à chaque semaine. Merci au groupe Focus de leur contribution aux émissions. Puis merci à toi, Julie, de nous faire évoluer. Merci infiniment. Soyez bénis. Namasté.
Au revoir.